Dans le cadre du deuxième axe du thème consacré à l'étude de la démocratie, axe intitulé Avancées et recul de la démocratie, dans ce programme d'AGGSP première, nous allons nous intéresser à Tocqueville et à son analyse de la démocratie américaine, de ses forces et de ses faiblesses, à travers un questionnement sur les dangers qui menacent la démocratie. Alors Alexis de Tocqueville, qui s'appelle Alexis Henri Charles Clérel, comte de Tocqueville, appartient à une vieille famille de la noblesse normande, rattachée à Saint-Louis par sa grand-mère. Ses parents sont des légitimistes, c'est-à-dire favorables à la monarchie traditionnelle, et ils échappent de justesse à la terreur. Ils devaient être guillotinés, mais échappent à cette sanction grâce à la chute opportune pour eux de Robespierre la veille de leur exécution. Le père d'Alexis de Tocqueville, Hervé Clérel de Tocqueville, fut proche des ultra-royalistes lors de la Restauration et il entama une carrière préfectorale. Pendant ce temps, Alexis de Tocqueville fit des études de droit durant lesquelles il fut amené à côtoyer le libéral François Guizot dont il suivit les cours. À l'issue de ses études, Alexis de Tocqueville, qui s'est donc converti à la pensée libérale, devient magistrat en 1827. En 1831, il est chargé en compagnie de Gustave de Beaumont, un autre magistrat avec lequel il a étudié, de se rendre aux États-Unis pour réaliser une étude du système carcéral américain. Il séjourne 10 mois là-bas et voyage à travers le pays où il eut l'occasion de rencontrer de nombreuses personnalités. En 1833, les deux hommes publient du système pénitentiaire aux États-Unis et de son application, mais Tocqueville a surtout l'ambition de profiter de ce voyage pour étudier le système politique américain et il en tire un livre publié en 2 volumes, de la démocratie en Amérique, où il recense les avantages et les inconvénients de la démocratie représentative républicaine et des formes qu'elle prend aux États-Unis. Quand Tocqueville arrive aux États-Unis, le régime américain est un régime récent qui a à peine un demi-siècle d'existence, puisque celui-ci se met en place à l'issue de la Révolution américaine qui démarre avec la déclaration d'indépendance du 7 juillet 1776, déclaration d'indépendance réalisée par les insurgés réunis au Congrès à Philadelphie. Et cette révolution mène ainsi, après la victoire des insurgés, à la réalisation d'une constitution en 1787, constitution qui adopte un nouveau modèle politique, même si celui-ci s'inspire bien sûr d'une pensée qui s'est structurée auparavant. Alors ce modèle politique américain est donc républicain, il est fédéral au sens où les États conservent une forte autonomie, nous le reverrons, et puis c'est un système qui cherche à équilibrer les pouvoirs entre l'État central et les États, équilibrer les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires également, le tout en soumettant le système à un contrôle des citoyens. Cette volonté de séparer les pouvoirs entre le couple présidentiel constitué du président, du vice-président, du Congrès constitué du Sénat et de la Chambre des représentants et de la Cour suprême est pour les auteurs de la Constitution américaine une volonté de se prémunir contre le despotisme. Pour autant, la volonté démocratique des pères fondateurs apparaît somme toute limitée puisque tous les habitants des États-Unis sont loin d'être inclus dans le mode de suffrage adopté qui est finalement loin d'être universel, puisqu'à l'origine, ni les femmes, ni les Noirs, ni les Amérindiens, ni les pauvres n'ont le droit de vote. Alors il y a eu une évolution. L'accès à la propriété cessa d'être obligatoire dans le New Hampshire à partir de 1792 et puis après l'adoption d'une nouvelle loi électorale en 1856 en Caroline du Nord, il n'y eut plus de conditions de propriété pour les hommes blancs. Les femmes, pour leur part, eurent accès
au vote en 1920 et les Amérindiens l'eurent progressivement et complètement à partir de 1948. Quant aux Afro-Américains, le Voting Rights Act de 1965 généralise leur accès au vote. Ce n'est donc pas une démocratie complète que Tocqueville étudie, mais malgré tout, il y voit un modèle dont il faut s'inspirer, puisque pour lui, la démocratie américaine semble concilier les idéaux d'égalité et de liberté. L'égalité des droits est garantie aux citoyens de toutes conditions et les libertés sont protégées par l'absence d'arbitraire, l'état de droit et la Constitution. Issu de l'aristocratie, Tocqueville pense également que la démocratie accompagne une tendance générale et inévitable des peuples vers ce qu'il appelle l'égalité des conditions, qui fait disparaître les privilèges de la société aristocratique du type de celle de l'Ancien Régime. Il prédit ainsi l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Il juge toutefois que le processus d'égalisation ne conduit pas à l'égalité sociale en démocratie, puisque pour lui les inégalités sont naturelles. Les hommes se distinguent par leur intelligence, ce qui conduit à une méritocratie et à des inégalités économiques que Tocqueville juge légitimes et souhaitables. Alors, pour autant, un modèle démocratique qui présente des limites selon Tocqueville, le conformisme notamment dans une démocratie peut conduire à une tyrannie de la majorité, le goût pour l'égalité menace la liberté. Tocqueville dit ainsi que la tyrannie de la majorité réduit les hommes à préférer l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. Et puis l'autre danger qui menace d'après lui la démocratie est l'individualisme qui conduit pour sa part à un despotisme doux du fait du désintérêt des citoyens et de leur aspiration à la sécurité et au bien-être. Tocqueville dit ainsi : l'individualisme est un sentiment réfléchi qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables de telle sorte que, après s'être créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même. Tocqueville juge que pour se prémunir de ces dérives, la séparation des pouvoirs et l'indépendance du pouvoir judiciaire sont des moyens efficaces et que le fédéralisme américain et l'exercice local de la démocratie lui paraissent être une garantie face aux dérives despotiques. Sans institution communale, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas d'esprit de liberté. C'est ainsi que Tocqueville met en avant les bienfaits de la démocratie locale à l'américaine, démocratie que l'on voit ici illustrée à travers cette œuvre de John Caleb Bingham, l'élection dans le comté en 1852. On voit ici la démocratie américaine en action avec une petite ville du Midwest qui met en scène des rites électoraux avec un rassemblement animé de citoyens aux urnes, le symbole de la démocratie, dans un village regroupant des résidents aux conditions très variées et qui vont ainsi prendre des décisions affectant le bien commun. Donc faute de liste électorale, on voit ici l'homme en rouge qui vote et juge sur la Bible qu'il n'a pas encore voté ce jour-là. Le vote n'est pas secret et d'ailleurs on voit qu'il n'y a aussi pas de restriction quant à la propagande électorale puisque l'un des candidats est libre ici de remettre sa carte à un citoyen juste avant qu'il ne se rende voter. Donc pour autant, pas de point central dans cette composition. Aucun homme ne semble plus égal qu'un autre, aucune voix ne compte plus, même si, bien évidemment, les femmes et les Afro-Américains sont exclus de ce vote. Des discussions sérieuses semblent s'engager sur la compétence de tel ou tel candidat. Alors pour autant, cette mise en scène de la démocratie montre également une atmosphère qui peut être nonchalante. Un peu plus loin, en effet, nous pouvons voir un homme corpulent qui accepte un verre de cidre alcoolisé d'un employé afro-américain, on le voit ici, alors probablement en échange de sa voix. Des enfants, deux garçons ici qui sont absorbés par un jeu dans lequel ils plantent un couteau vers le sol, déterminant le gagnant, ce qui donne l'impression que le processus électoral n'est guère différent d'un jeu de hasard. Un homme apparaît ivre également, soutenu ici par un autre. Bon, tout ça, on le sait, fait en réalité référence à la candidature du peintre lui-même, Bingham, qui
perdit une élection face à Sappington, dont il estime qu'il avait acheté des votes en échange d'alcool. L'artiste lui-même, d'ailleurs, étant représenté au centre de sa composition, assis sur les marches du palais de justice. Alors malgré ces limites à l'exercice local de la démocratie, cette dimension multiscalaire à plusieurs échelles de la démocratie est selon Tocqueville finalement une garantie face au despotisme. Donc, essayons de synthétiser maintenant la conception de la démocratie selon Tocqueville et de ses dérives. Donc, il la juge menacée par le conformisme, des individus qui perdent leur liberté de jugement et appuient leurs opinions sur celles de la majorité, par l'individualisme qui accroît l'indépendance mais peut aussi conduire à un repli sur la sphère privée. Le conformisme que Tocqueville pouvoir conduire à la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire à l'affaiblissement de la liberté individuelle de choix. La passion de l'égalité l'emporte ainsi sur la liberté, et l'individualisme que Tocqueville juge pouvoir conduire à un despotisme doux. On abandonne ainsi aux gouvernants la gestion des affaires politiques, mais ceux-ci peuvent dès lors abuser de leur pouvoir. La démocratie devient liberticide. Alors pour se prémunir de tout cela, des contre-pouvoirs existent, des institutions politiques qui favorisent la séparation des pouvoirs, la décentralisation, le pouvoir local, et puis des institutions sociales comme les associations, une presse libre et le rôle de la justice également, sur lequel Tocqueville insiste en tant que magistrat notamment. L'œuvre de Tocqueville eut un grand retentissement de son vivant qui lui permit d'avoir accès aux honneurs, la Légion d'honneur, l'Académie française par exemple, et de se lancer dans une carrière politique. Il est député de la Manche entre 1839 et 1851, mais il inspire aussi les penseurs libéraux contemporains français, comme Raymond Aron ou l'historien François Furet, qui procéda à une relecture politique, notamment de l'historiographie de la Révolution française, en s'inspirant de Tocqueville. Alors, Tocqueville, un penseur de la démocratie, oui, mais surtout un penseur du libéralisme, puisqu'il est plus soucieux de la liberté individuelle, finalement, que de l'inclusion du peuple au pouvoir. Ainsi, de son vivant, il fut un partisan de l'ordre social, et il soutint ainsi la répression de l'insurrection des ouvriers de Paris en juin 1848, après la Révolution et après la fermeture des ateliers nationaux qui proposaient du travail aux chômeurs, ateliers nationaux qui illustraient également l'émergence d'une volonté de construire une démocratie sociale. Or, cette démocratie sociale fit face aux partisans de l'ordre qui décidèrent de mener une sanglante répression militaire contre ces insurgés, une répression qui fit de 3000 à 5000 morts parmi les émeutiers, auxquels on peut ajouter 1500 fusillés sans jugement, 11 000 condamnations à la prison ou à la déportation dans les colonies. Dans ses souvenirs, Tocqueville déclare que son instinct l'avait sur le moment conduit à s'opposer à la répression qui jugea pouvant conduire à une tyrannie militaire, mais que finalement il estime que les mesures qui furent prises étaient indispensables au salut du pays. Et il s'en convainquit d'ailleurs assez rapidement, puisqu'il soutint à l'élection présidentielle le général Cavaignac, qui fut l'auteur de cette répression sanglante. Il le soutint face à Louis-Napoléon Bonaparte, mais après la victoire de ce dernier, il accède néanmoins à des fonctions gouvernementales, qui ne vont pas l'empêcher néanmoins de s'opposer au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. Et après ce coup d'État, Tocqueville quitte la vie politique, non sans désigner un homme comme devant porter à son sens ses idées et se faire le champion des libertés. Cet homme, c'était le comte de Chambord, prétendant au trône de France, prétendant légitimiste, incarnant plutôt une idée très traditionnaliste de la monarchie française.